Deux chiffres contradictoires ont fissuré le récit d'un retrait géopolitique présenté comme définitif, révélant une mécanique plus discrète que les annonces officielles. Alors que des convois quittaient le Burkina Faso sous les caméras, les survols militaires continuaient pourtant d'augmenter, redessinant silencieusement les cartes régionales et les frontières perçues. Que signifie ce décalage pour les habitants du Sahel ? Et comment Ibrahim Traoré interprète-t-il cette réalité vécue au quotidien ? Un horizon plus exigeant se dessine, où vocabulaire, infrastructure et souveraineté cessent de coïncider pour ceux qui vivent sous ces trajectoires aériennes locales. Ce récit s'engage à clarifier ce qui se joue derrière les annonces de retrait et les mots soigneusement choisis, en suivant une ligne simple. Observer les faits avant les discours. L'enjeu pour le lecteur est direct. Comprendre comment une transformation présentée comme technique peut modifier en profondeur la souveraineté, la sécurité et les marges de décision d'un pays comme le Burkina Faso. Il ne s'agit pas d'additionner des accusations ni de produire un manifeste, mais d'examiner les mécanismes concrets par lesquels une présence militaire peut changer de forme sans disparaître. À travers une chronologie resserrée, des témoignages situés et des repères mesurables, le texte montrera comment une architecture dite de coopération influe sur les frontières, les routes économiques et les équilibres régionaux. Ce décryptage vise aussi à restituer la logique d'acteurs locaux qui lisent ces signaux bien avant qu'ils ne soient débattus sur les plateaux internationaux. Ce qui est en jeu dépasse un simple ajustement stratégique. Il touche à la capacité d'un peuple à nommer sa réalité et à défendre ses choix collectifs face à des dynamiques extérieures persistantes. Deux faits ceci mesurables suffisent à déplacer le regard dès l'ouverture. En 2023, alors que le retrait français était proclamé, environ 1700 soldats restaient positionnés dans la région. Ce chiffre, modeste en apparence, contredit l'idée d'une absence totale et introduit une lecture différente des événements récents au Sahel. Pour comprendre ce décalage, il faut revenir sur la séquence qui a suivi les départs officiellement médiatisés du Burkina Faso. Les convois quittant les bases ont occupé l'espace symbolique, mais, presque simultanément, de nouveaux points logistiques ont commencé à apparaître sur les cartes régionales. Des infrastructures rebaptisées, des centres d'Issouxuti de coopération et des hangars modernisés ont pris le relais d'installations annoncées comme fermées. Le changement portait sur les mots, non sur les fonctions. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré n'a pas parlé de rupture, mais de repositionnement. Sa lecture s'appuie sur une observation simple. Une présence peut se réduire en effectifs visibles tout en s'étendant par la logistique, l'aérien et la coordination régionale. Cette approche ne relève pas d'une posture idéologique, mais d'un diagnostic forgé à partir des effets concrets observés sur les frontières et les routes. Les habitants, eux, ont perçu ces signaux sans attendre les analyses internationales. La multiplication des survols, la régularité de certaines trajectoires et l'orientation vers des axes économiques ont nourri un sentiment de continuité plutôt que de rupture. Ce ressenti local a donné une profondeur particulière aux déclarations d'Ibrahim Traoré, perçues comme une mise en mots de ce qui était déjà vécu. Ainsi, le cadre se précise. Le débat ne porte pas sur un départ ou un maintien, mais sur la transformation d'une architecture de contrôle. Comprendre cette mutation est essentiel pour saisir pourquoi la période postérieure à 2023 n'a pas été un vide, mais une réorganisation silencieuse aux effets durables, à long terme. Pour mesurer les effets immédiats de cette réorganisation, il faut quitter les cartes et suivre des trajectoires humaines concrètes. Deux récits, discrets mais révélateurs, permettent d'incarner ce basculement. Ils ne prétendent pas résumer le Sahel, mais éclairer ce que produit, très tôt, un changement de forme de la présence extérieure. Le premier récit vient d'une mère vivant en périphérie de Ouagadougou. Son fils, engagé dans une unité locale,
est mort lors d'un affrontement avec des groupes armés équipés d'armes venus d'Europe. Pour elle, le paradoxe est assez brutal. Comment parler de protection internationale lorsque les circuits logistiques qui alimentent la violence semblent partager les mêmes couloirs que ceux censés la contenir? Ce constat n'est pas politique, il est vécu. Le second récit, c'est celui d'un commerçant du sud du pays, habitué aux marchés transfrontaliers. Il a observé que les survols aériens se concentraient moins sur les zones instables que sur les grands axes économiques. Sa lecture est pragmatique. La sécurité, lorsqu'elle devient directionnelle, modifie les routes avant de modifier les discours. Traverser un espace observé change la manière de commercer, d'anticiper et de négocier. Ces deux expériences expliquent pourquoi certaines analyses locales ont précédé les commentaires internationaux. Elles donnent aussi un cadre aux alertes formulées par Ibrahim Traoré, dont les propos trouvent un écho parce qu'ils correspondent à des signaux déjà perçus. Le sens est clair. Quand la sécurité change de définition, le quotidien s'en trouve immédiatement affecté. Avant 2023, la présence française au Burkina Faso s'inscrivait dans un schéma connu. Base identifiée, effectifs visibles, communication assumée autour de la lutte contre les groupes armés. Après 2023, le décor change sans rupture apparente, mais la dynamique s'inverse progressivement. Tout commence avec le départ officiel des convois français de Naham, sous un soleil écrasant, et l'attention des caméras internationales. Les images diffusées donnent l'impression d'un chapitre clos, d'une page tournée après des années de coopération militaire contestée. Pourtant, sur le terrain, ce moment ressemble davantage à un changement de mise en scène qu'à une disparition nette. Les routes se vident, mais les infrastructures ne sont pas démantelées. Elles sont renommées, reconfigurées, parfois simplement mises en veille. Dans les semaines suivantes, des signaux faibles apparaissent ainsi. Des hangars modernisés refont surface dans des capitales voisines. À Abidjan, certaines structures aériennes retrouvent une activité discrète mais régulière. À Dakar, des instructeurs restent en place malgré la fermeture annoncée de base. À Parakou, de nouveaux bâtiments émergent rapidement, sans publicité, mais avec une cohérence logistique évidente. Chaque point pris isolément semble anodin. Ensemble, ils dessinent une continuité. La tension monte lorsque les survols dits coopératifs se multiplient. Les trajectoires observées ne correspondent pas toujours aux zones de conflit les plus actives, mais longent des axes commerciaux majeurs et des zones stratégiques pour l'économie régionale. Les habitants parlent alors moins de protection que de surveillance élargie. Les ingénieurs mesurent des pistes. Les géomètres tracent des extensions. Rien n'est spectaculaire, mais tout s'additionne. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré prononce une phrase devenue centrale. Ils ne partent pas, ils se repositionnent. Loin de provoquer une controverse immédiate, cette déclaration agit comme une confirmation. Elle met des mots sur une intuition déjà largement partagée. Le vocabulaire officiel parle de coopération, mais les effets observés évoquent un encerclement progressif du cœur sahélien. À mesure que les points rouges se densifient sur les cartes satellites, une mémoire collective se réactive. Dans les villages, les radios locales débattent du sens réel de la souveraineté. Sur les marchés, les discussions se font plus prudentes dès que le mot partenariat est évoqué. Dans certaines écoles militaires, de nouvelles devises apparaissent sur les murs, rappelant que la dépendance n'est pas toujours visible, mais qu'elle se mesure dans la durée. Les chancelleries européennes, de leur côté, continuent d'évoquer un ajustement stratégique. Selon elles, rien ne ressemble à une présence militaire classique. Pourtant, les effets systémiques sont là. Infrastructures prêtes à l'emploi, couloirs aériens actifs, coordination régionale renforcée. Cette architecture n'a plus besoin de drapeaux ni de cérémonies. Elle repose sur la logistique, la mobilité et la discrétion. Ainsi, la ligne des événements révèle moins une rupture qu'une mutation. Le départ annoncé a ouvert la voie à une présence remodelée, plus administrative, plus diffuse, mais toujours orientée vers le Sahel.
Et c'est précisément cette transformation, silencieuse mais structurante, qui prépare les tensions suivantes, bien au-delà des annonces officielles. Avant le retrait proclamé, la présence française reposait sur des bases visibles. Après 2023, elle s'appuie sur des chiffres plus discrets mais structurants. Le premier repère chiffré concerne les effectifs. Environ 1700 soldats franco-français demeurent répartis entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Gabon après les annonces de départ. Ce nombre, inférieur au contingent antérieur, indique une réduction apparente sans disparition opérationnelle réelle. Il montre qu'une force peut se contracter tout en conservant une capacité régionale intacte grâce à la dispersion géographique. Un second indicateur porte sur les infrastructures aériennes modernisées. À Abidjan, plusieurs hangars ont été rénovés pour accueillir rapidement des appareils militaires, parfois en quelques semaines seulement. Cette donnée n'est pas spectaculaire en soi, mais elle révèle une logique de préparation permanente. La capacité d'intervention dépend moins du nombre d'hommes présents que de l'état des plateformes capables de les projeter. Le troisième repère réside dans l'apparition régulière de nouveaux points sur les cartes satellites à partir de la mi-2024. Ces cercles rouges, observés à Parakou, Dakar et Abidjan, signalent des installations qualifiées de coopératives. Pris séparément, ils semblent modestes. Pris ensemble, ils dessinent un réseau orienté vers le cœur du Sahel. Ce maillage privilégie la continuité logistique plutôt que la concentration militaire. Ces trois mesures permettent de dépasser les récits officiels. Elles montrent que la transformation du dispositif ne relève pas d'une décision idéologique, mais d'un calcul structurel. Une présence peut devenir moins visible tout en gagnant en souplesse et en portée régionale. C'est précisément ce glissement que décrit Ibrahim Traoré lorsqu'il évoque un repositionnement plutôt qu'un départ. Les chiffres éclairent aussi les observations locales. La fréquence accrue des survols rapportés par les habitants correspond à l'activation de ces infrastructures modernisées. Les trajectoires aériennes suivent des axes économiques majeurs, confirmant une logique de surveillance élargie. Ainsi, les données techniques rejoignent les perceptions quotidiennes sans les contredire. Il ne s'agit pas d'affirmer une intention cachée, mais de constater une cohérence mesurable. Un réseau dispersé, des plateformes prêtes à l'emploi et des effectifs réduits mais mobiles composent un système efficace. Cette configuration permet d'agir sans exposition politique excessive. En définitive, ces preuves quantitatives renversent l'illusion d'un retrait total. Elles montrent une mutation d'un modèle territorial vers un modèle logistique. Comprendre cette évolution est essentiel pour évaluer ses conséquences à long terme sur la souveraineté régionale. Car ce qui est compté ici n'est pas seulement militaire, c'est la capacité d'un espace à rester maître de ses routes, de son ciel et de ses décisions collectives. Deux lectures opposées structurent le débat autour de la présence française remodelée au Sahel. Et chacune mérite d'être examinée avec sérieux avant toute conclusion. La première lecture, défendue dans plusieurs capitales occidentales, affirme que la réorganisation vise une stabilisation régionale plus efficace. Selon cette position, la réduction des effectifs visibles, la transformation des bases en centres de coopération et le recours accru à des instructeurs témoignent d'une volonté d'alléger l'empreinte militaire. Les survols seraient concentrés sur des corridors vulnérables, utilisés par des groupes armés, et non sur les économies locales. Cette approche présente une cohérence interne. Elle répond à des contraintes politiques, budgétaires et diplomatiques réelles. La seconde lecture, portée par de nombreux acteurs sahéliens, soutient qu'il s'agit d'un repositionnement stratégique destiné à maintenir une capacité d'influence sans assumer le coût symbolique d'une présence déclarée. Les arguments invoqués reposent sur des observations concrètes. Modernisation discrète d'infrastructures aériennes, maintien d'instructeurs dans des sites annoncés comme fermés, et multiplication de points coopératifs visibles sur les cartes satellites à partir de 2024. Pour ces observateurs, le vocabulaire change,
mais l'orientation demeure. Pour arbitrer entre ces deux lectures, les données du terrain apportent un éclairage décisif. Les trajectoires aériennes rapportées par les habitants suivent majoritairement des axes économiques et non exclusivement des zones de combat. Les plateformes modernisées, capables d'accueillir rapidement des appareils, indiquent une préparation logistique continue. Enfin, la dispersion régionale des effectifs restants montre une capacité d'action maintenue, malgré la baisse numérique affichée. Ces éléments ne nient pas l'argument de stabilisation, mais en révèlent les limites pratiques. Ils suggèrent que les effets produits correspondent davantage à une présence transformée qu'à un retrait strict. Le débat ne se résout donc pas par l'intention déclarée, mais par l'impact observable. Et cet impact, mesuré et vécu, alimente la défiance qui structure désormais la crise. Dans cette configuration, l'écart entre discours et effets concrets devient le facteur central, car il conditionne la confiance, oriente les réactions locales et explique pourquoi la controverse persiste malgré des récits officiels cohérents et soigneusement formulés aujourd'hui encore pour beaucoup. Le centre de gravité a basculé. À partir de ce moment, les éléments jusque-là dispersés prennent une forme lisible. Les infrastructures modernisées, les survols réguliers et les centres rebaptisés ne relèvent plus d'ajustements isolés, mais d'une architecture cohérente orientée vers le Sahel. Ce basculement n'est pas spectaculaire, pourtant il modifie la compréhension de l'ensemble du dispositif. Ibrahim Traoré perçoit alors que l'enjeu principal ne se situe plus sur le terrain militaire classique, mais dans la capacité à définir les mots. Si un retrait peut signifier un pivot, et si une coopération peut impliquer une surveillance, la souveraineté devient conditionnelle. Elle dépend de qui nomme, qui observe et qui décide. Ce révélateur marque un point médian dans la séquence. Il explique pourquoi les réactions locales s'intensifient après une phase d'attente prudente. Les habitants ne répondent pas à une présence visible, mais à une logique désormais comprise. À partir de là, chaque annonce officielle est lue à l'aune de ses effets concrets. Ce changement de grille transforme aussi la portée des déclarations publiques. Elles ne sont plus évaluées pour ce qu'elles promettent, mais pour ce qu'elles laissent intact. Et c'est précisément ce décalage entre langage et structure qui redéfinit durablement le rapport de force régional. Les effets de cette présence remodelée se manifestent de manière différente selon les groupes concernés, mais tous en ressentent les implications pratiques, souvent avant même qu'elles ne soient formulées politiquement. Du côté des nations, en particulier le Burkina Faso, la première conséquence touche à la perception de la souveraineté. Lorsque les infrastructures aériennes actives restent orientées depuis l'extérieur, la capacité de contrôle national apparaît partielle. Les débats publics s'en trouvent transformés, car la question n'est plus seulement juridique, mais opérationnelle. Ibrahim Traoré insiste sur ce point en distinguant indépendance proclamée et autonomie réelle. Du côté des décideurs économiques, l'impact se lie dans la modification des flux. Les routes commerciales surveillées depuis le ciel deviennent plus coûteuses à emprunter, car elles imposent des détours, des délais et des incertitudes. Les commerçants adaptent leurs itinéraires, ce qui fragilise les marchés locaux et réduit la prévisibilité des échanges. Cette pression indirecte agit comme un régulateur silencieux de l'activité économique. Pour les populations civiles, la conséquence est plus diffuse, mais tout aussi réelle. La présence constante de drones ou de survols modifie le rapport à l'espace quotidien. Les habitants apprennent à vivre sous une observation perçue comme extérieure, ce qui nourrit une méfiance durable envers les discours de coopération. La sécurité cesse d'être rassurante lorsqu'elle devient abstraite et distante. À l'échelle de l'équilibre régional, le repositionnement crée une nouvelle géométrie stratégique. L'arc formé par certaines capitales côtières, relié par des infrastructures modernisées, exerce une pression constante sur le cœur sahélien. Cette configuration alimente des tensions diplomatiques, car elle est interprétée comme une continuité d'influence sous une autre forme.
Les alliances se redéfinissent alors moins par traité que par logistique. Ces 4 niveaux d'impact se renforcent mutuellement. Une pression économique accentue la défiance sociale, qui à son tour nourrit des choix politiques plus affirmés. Les États cherchent à reprendre la main, tandis que les acteurs extérieurs ajustent leur langage. Dans ce contexte, les déclarations d'Ibrahim Traoré trouvent un écho particulier, car elles articulent ces conséquences en une lecture cohérente. Ainsi, les effets du repositionnement ne sont ni abstraits ni différés. Ils se vivent au quotidien, dans les décisions économiques, les perceptions collectives et les calculs régionaux. Comprendre ces conséquences permet de dépasser le débat sur le départ ou le maintien pour analyser ce qui compte réellement, la manière dont une présence transforme durablement les rapports de pouvoir. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour le Sahel, chacune fondée sur les dynamiques déjà observables et sur la manière dont les acteurs interprètent les signaux actuels. D'abord, un scénario de base se dessine, celui d'une stabilisation sous tension. Dans cette configuration, la présence extérieure reste discrète mais active. Les infrastructures modernisées continuent de fonctionner, les survols persistent, et le vocabulaire officiel maintient l'idée de coopération ajustée. Les États sahéliens, de leur côté, renforcent progressivement leurs institutions sans chercher l'affrontement direct. Les tensions discursives demeurent, mais aucune rupture majeure n'intervient. Si cette trajectoire se confirme, alors la région évoluera dans un équilibre fragile, où chaque acteur avance prudemment, conscient que toute escalade pourrait reconfigurer l'ensemble du dispositif. Ensuite, un scénario plus optimiste peut être envisagé, fondé sur une souveraineté opérationnelle accrue. Ici, les pays du Sahel parviennent à diversifier leurs partenariats et à renforcer leurs capacités logistiques propres. Les routes commerciales gagnent en prévisibilité et les infrastructures nationales absorbent une part croissante des flux stratégiques. La présence extérieure devient plus encadrée, moins structurante. Si ce scénario se matérialise, alors les populations percevront des bénéfices concrets et la défiance actuelle pourrait s'atténuer, ouvrant un espace de dialogue plus équilibré. Enfin, un scénario pessimiste reste possible, marqué par une pression économique et un brouillage stratégique. Dans l'hypothèse inverse, des contraintes économiques supplémentaires apparaissent, sanctions, restrictions financières ou conditionnalités accrues fragilisent les économies locales. Les survols s'intensifient et les infrastructures régionales deviennent des leviers d'influence indirects. Les écarts entre discours et réalité s'élargissent, alimentant une polarisation interne. Si cette trajectoire domine, alors la sécurité se déplacera du champ militaire vers le champ économique et symbolique. Dans ces 3 scénarios, une constante demeure. Les mots évoluent plus vite que les structures. Lire les actions plutôt que les déclarations devient donc un exercice indispensable. La capacité à anticiper dépendra moins des annonces publiques que de l'attention portée aux signaux faibles, aux continuités logistiques et aux ajustements progressifs déjà à l'œuvre. Les transformations en cours ne concernent pas uniquement les États ou les institutions. Elles affectent directement ceux qui vivent et travaillent dans cet espace en recomposition. Pour mesurer cette portée concrète, il est utile de distinguer 3 groupes dont les trajectoires sont particulièrement exposées aux effets du repositionnement. Pour les citoyens ordinaires, la première conséquence touche au rapport à l'espace. Routes surveillées, survols réguliers et infrastructures invisibles modifient la perception de la sécurité quotidienne. La souveraineté cesse d'être une notion abstraite pour devenir une expérience vécue, liée à la liberté de circuler, de commercer et de se rassembler. Face à cette incertitude, une réponse possible réside dans le renforcement des réseaux communautaires d'information, capables de partager des lectures locales et de réduire l'écart entre rumeurs et réalités observables. Pour les jeunes générations, la période actuelle représente à la fois une contrainte et une opportunité. Étudiants, apprentis et jeunes actifs voient se redéfinir le rapport du Sahel aux puissances extérieures,
tout en cherchant des perspectives d'avenir. Cette tension peut nourrir une conscience politique accrue, mais aussi un sentiment de pression constante. Développer des espaces éducatifs et numériques où les récits concurrents peuvent être analysés avec rigueur constitue une piste essentielle pour consolider une pensée critique durable. Pour les acteurs économiques locaux, enfin, l'impact est avant tout logistique. Commerçants, agriculteurs et transporteurs doivent composer avec des itinéraires modifiés et des coûts imprévisibles. Leur adaptation passe souvent par des alliances locales et par la recherche de circuits alternatifs, afin de limiter la dépendance à des flux contrôlés de l'extérieur. Ainsi, le repositionnement géopolitique se traduit par des ajustements concrets, parfois invisibles, mais profondément structurants. Il façonne des choix individuels et collectifs, bien avant d'être débattus dans les enceintes officielles. Transformer la lucidité actuelle en capacité d'action suppose une approche structurée, progressive et mesurable. Il ne s'agit pas d'opposer des principes abstraits à des réalités complexes, mais de définir des étapes concrètes permettant aux États et aux sociétés sahéliennes de reprendre des marges de manœuvre effectives. Pour commencer, il s'agit de renforcer la maîtrise informationnelle sur un horizon de 0,6 mois. Les autorités nationales, à commencer par celle du Burkina Faso, peuvent mettre en place des cellules indépendantes de suivi des survols, des infrastructures et des flux transfrontaliers. L'objectif est simple: produire des rapports réguliers, accessibles aux institutions et aux médias locaux, afin de réduire l'écart entre perception et réalité. Ibrahim Traoré souligne régulièrement que la souveraineté commence par la capacité à nommer précisément ce qui est observé. Ensuite, il s'agit de consolider les réseaux économiques internes sur un horizon de 6-12 mois. Les ministères du Commerce et des Transports peuvent identifier des itinéraires alternatifs pour les marchés sensibles, renforcer les plateformes nationales et limiter la dépendance à des couloirs logistiques extérieurs. Le succès de cette étape se mesurera par la stabilité des volumes commerciaux et la réduction des reroutages imposés. Puis, il s'agit de développer une montée en compétences technologiques ciblées sur un horizon de 6-18 mois. Universités techniques et académies militaires peuvent coopérer pour former des spécialistes capables d'analyser des données satellitaires et de gérer des systèmes de surveillance nationaux. Cette autonomie réduit la vulnérabilité face aux réseaux étrangers. Enfin, il s'agit d'instaurer un dialogue régional structuré, sur un horizon de 6-12 mois. La création d'un cadre de concertation réunissant experts, diplomates et représentants civils permettrait d'anticiper collectivement les pressions et d'harmoniser les réponses. Cette feuille de route ne promet pas une rupture immédiate. Elle propose une souveraineté praticable, fondée sur des capacités réelles, vérifiables et progressivement renforcées. Le récit revient aux voies discrètes qui ont traversé cette analyse, comme un fil que l'on n'a jamais quitté. La mer de la périphérie de Ouagadougou, la bougie allumée au crépuscule, rappelait que chaque décision lointaine pèse d'abord sur une absence. Le commerçant du Sud, attentif aux trajectoires dans le ciel, montrait que l'économie se lit parfois au-dessus des routes, avant de se lire dans les bilans. Ces scènes simples donnent une cohérence émotionnelle à ce qui pourrait rester technique. Elles expliquent pourquoi les mots comptent et pourquoi les structures comptent davantage encore. Ibrahim Traoré n'apparaît pas ici comme un symbole, mais comme un lecteur patient de signaux accumulés, reliant logistique, souveraineté et quotidien, sans emphase. Le motif se referme alors, sans spectaculaire. La souveraineté n'est pas un événement. Elle est une pratique répétée, une vigilance entretenue, une capacité à reconnaître ce qui change quand le vocabulaire change. Ce rappel traverse les témoignages comme une évidence partagée. Une phrase suffit pour clore ce mouvement, net et mémorable. La liberté exige une attention constante. Elle ne s'hérite pas, elle se travaille. Et ce travail commence souvent loin des tribunes, là où les routes, les marchés et le ciel se répondent. À ce stade, le débat ne gagne rien à être clos trop vite.
Il gagne à être partagé. Dans une période où les récits circulent plus vite que les faits, l'attention collective devient une ressource rare et précieuse. Échanger des lectures, confronter des expériences locales et écouter des analyses différentes permet d'élargir le champ plutôt que de le rétrécir. Cette démarche n'exige ni adhésion préalable ni posture militante. Elle suppose seulement de rester attentif aux signaux faibles, aux continuités discrètes et aux effets concrets qui structurent la vie quotidienne. Les conversations ordinaires, les discussions communautaires et les espaces d'information indépendants jouent ici un rôle central pour maintenir une compréhension nuancée. Si ce récit a un objectif, c'est d'inviter à cette vigilance partagée. Non pour trancher définitivement, mais pour suivre l'évolution des faits avec méthode et calme. La période de transition en cours appelle moins des certitudes que des questions bien posées. Alors, au-delà des annonces et des mots choisis, quelle lecture souhaitez-vous approfondir pour comprendre ce qui se joue réellement et avec qui êtes-vous prêt à en débattre ?